La 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été solennellement ouverte ce matin par le président de la République. Le président Alassane Ouattara a rappelé que la Côte d'Ivoire travaille à la mise en place d'institutions fortes, dont l'Assemblée nationale. Les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire ont entamé le ramadan hier. Prières, partage et privation du lever au coucher du soleil sont leur quotidien tout au long de cette période. Dans cette édition, nous en saurons plus sur les dispositions à prendre. Et puis en Afrique du Sud, la santé de Nelson Mandela est stationnaire. Il se trouve dans un état critique. Ceux qui l'ont connu et côtoyé témoignent. Nous entendrons un de ses fidèles compagnons, Denis Goldberg. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Abidjan accueille depuis lundi la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'événement est doublé de la 6e édition du Parlement francophone des jeunes. Les différentes commissions ont entamé leurs travaux depuis 2 jours, mais la cérémonie solennelle d'ouverture a eu lieu ce matin même au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Elle était rehaussée de la présence du président de la République, Alassane Ouattara, et celle du secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Adama Koné. La Côte d'Ivoire, centre de l'activité parlementaire francophone, le temps d'une assise. Débuté le 8 juillet, les travaux de la 39e session de l'Assemblée parlementaire francophone ont été officiellement ouverts ce matin, avec pour thème les parlements au cœur de la construction de la nation. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, a saisi l'occasion pour saluer au terme de son discours l'esprit créatif ivoirien en matière de contribution à l'enrichissement de la langue française. Propos bien appuyés par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, quant au début de son adresse, détendant l'Assemblée, il qualifie M. Abdou Diouf de président Choco. Après avoir rappelé le processus de démocratisation de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État a rappelé que les 3/4 des députés ivoiriens font leur premier pas à l'hémicycle. Il a toutefois tenu à rappeler une volonté. J'ai toujours voulu en Côte d'Ivoire un parlement fort. Et c'est pour cela, il y a quelques jours à Korogo, je lançais à mes frères du Front populaire ivoirien de venir dans le processus de paix, car j'aurais bien souhaité que ce soit à l'Assemblée que les débats aient lieu. L'Assemblée est le lieu et la réflexion et, je dirais, le processus démocratique. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire cela, mais il est encore temps d'engager des discussions entre partis politiques pour que les prochaines élections toutes puissent y participer pour avoir un Parlement totalement inclusif. Les travaux des 39e assises qui s'achèvent le 12 juillet marquent un autre pas important du pays dans le retour à la normalité. Venons-en aux travaux des commissions. Un projet de résolution portant sur les grossesses non désirées et la situation des filles mères adopté à l'unanimité par le réseau des femmes parlementaires. On en parle avec Gabriel Zani. Déficit de communication de la part des femmes députées, de l'espace francophone ou des intérêts des femmes, nombreuses sont celles qui ignorent l'existence du réseau des femmes parlementaires. Mais une seule chose demeure certaine pour bien de femmes interrogées, la défense de leur cause par les femmes députées au cours de ces assises qui se tiennent ce mardi à l'Assemblée nationale. Nous ne voulons pas de mariage précoce parce que ça entraîne beaucoup de divorces. Les femmes parlementaires francophones ont débattu des questions qui touchent les conditions des femmes. Mieux, elles ont adopté un projet de résolution sur les grossesses non désirées et sur la situation des filles mères dans l'espace francophone. Nous allons prendre les documents pour nous enrichir au niveau de la Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions des femmes ivoiriennes. Réunies chaque fois à la faveur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les femmes députées de l'espace francophone vont soumettre ces projets de résolution aux députés.
on s'attend à faire des suivis. La responsabilité retombe sur chacune des parlementaires, chacune des députés qui est là, de s'assurer que ces suivis-là seront faits dans nos pays respectifs, dans nos parlements respectifs. Ces travaux des femmes parlementaires sont d'ailleurs suivis de très près par la haute instance de l'APF. Vous nous permettez d'avoir ainsi un éclairage sur l'actualité, sur les dossiers, sur les problèmes qui n'auraient sans doute été différents s'il avait été vu essentiellement par des regards d'hommes. Dans la suite des travaux, d'autres sujets, notamment le rôle des partis politiques dans la représentation des femmes au Parlement, dans les postes de décision aussi bien dans le secteur public que privé, seront débattus. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est un double événement qui se tient en ce moment en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne les jeunes, on connaît très peu ou pas du tout leur Parlement. Pour rectifier le tir, Léon Brou se propose de nous faire découvrir le Parlement francophone des jeunes. Bon, le Parlement francophone des jeunes, bon, à mon avis, c'est une conférence, une conférence des jeunes. Le Parlement francophone des jeunes. J'en ai une fois entendu parler, mais je ne connais pas vraiment. Comme ces jeunes, nombreux sont ceux qui méconnaissent le Parlement francophone des jeunes, PFJ, et pourtant, ce segment de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dédié aux jeunes, existe depuis 1999. Sa vocation, inculquer aux nouvelles générations le modèle durable de démocratie. C'est à travers des simulations pour amener les jeunes à découvrir, comprendre et enseigner la démocratie telle que vécue au sein des parlements. Ici, nous essayons de voter des projets de loi. Ce sont des projets de loi que nous votons, des projets de loi à soumettre aux assemblées nationales des différents pays et lors des sommets des chefs d'État et de gouvernement. Comment passe des textes d'un point A à un point B, comment ça devient des lois et pourquoi on n'appelle pas ça des lois. Déjà techniquement, on apprend des choses sur le plan législatif. Mais maintenant, parallèlement, sur le plan humain, on est plus ancré dans la francophonie. Véritable école au service de la démocratie, le Parlement francophone des jeunes œuvre pour le rayonnement de la francophonie. À la clé, des plaidoyers et résolutions sur des phénomènes et catastrophes. Le PFJ en a produit une panoplie, pour ne citer que les 4 textes sur la crise alimentaire et financière, les enfants soldats, le travail des enfants, ainsi que les jeunes et les partis politiques, adoptés en 2009 à Paris par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Avant de poursuivre en images cette information qui nous vient du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, il informe messieurs les préfets de région, mesdames et messieurs les préfets de département, les directeurs régionaux, les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les jeunes de Côte d'Ivoire, qu'en raison de l'engouement suscité par la mise en place des comités locaux du Conseil national de la jeunesse et en vue de permettre l'inscription encore plus massive des jeunes sur les listes électorales. Les élections initialement prévues le 14 juillet 2013 sont reportées au 11 août 2013. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu hier avec des opérateurs économiques français spécialisés dans la fabrication de ponts métalliques. Ces opérateurs économiques sont venus pour vouloir investir en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a aussi échangé avec une délégation de l'Agence française de développement pour parler de la contribution de la France au développement de la Côte d'Ivoire. Herman Niamien pour les détails. 2 délégations françaises reçues se jouent en audience par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La première, conduite par l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Marc Simon, est une délégation de l'entreprise Matière, une entreprise de construction de ponts métalliques. Cette entreprise française envisage de s'installer en Côte d'Ivoire pour participer au développement du pays. Nous sommes un constructeur de ponts métalliques français et nous envisageons d'installer une unité de fabrication sur la Côte d'Ivoire qui nous permettrait, en complétant ce que nous fabriquerions en France et qui ne pourrait pas être pour l'instant délocalisé ici, de pouvoir nous positionner sur le marché de la construction de ponts métalliques, que ce soit dans la région du nord du pays, que ce soit en zone urbaine ou que ce soit sur un programme de réhabilitation d'ouvrages rendus nécessaires par le développement de votre pays.
La deuxième délégation conduite cette fois-ci par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, est composée de responsables de l'AFD, l'Agence française de développement. Avec elle, il était question de contrats de désendettement et de développement, CDD. Conformément à ce que nous avions décidé lors d'un séminaire qui s'est tenu fin juin à Abidjan, donc une mission de haut niveau composée de M. Jean-Marc Châtaignier, directeur général adjoint de la mondialisation du ministère des Affaires étrangères français, et de M. Yves Charpentier, conseiller financier pour l'Afrique, et d'une représentante de notre ministère de la direction d'Afrique, est venue pour donc examiner les différents points de conclusion du séminaire et voir comment, à la demande de M. le Premier ministre, accélérer la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement. Depuis hier, le 3e Salon international des entreprises et industries de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes au plateau. Il a pour but de faire la promotion des entreprises, mais également d'encourager les investissements dans le pays et rapprocher les populations de plusieurs structures privées et publiques. Cette année, les autorités ivoiriennes s'attendent à un taux de croissance de 9% contre 8,6% en 2012 et une croissance à deux chiffres de 2014 à 2015. Mieux, les autorités projettent de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Mais comment y arriver? Le 3e Salon international des entreprises et industries de Côte d'Ivoire se propose d'apporter des éléments de réponse à la problématique. Nous avons identifié les vecteurs, les secteurs, le comportement qu'il faut, les enjeux de l'émergence économique. Il y a l'une des conférences qui porte sur la masse critique de matières grises qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire aille à l'émergence économique. Le salon se veut également un espace de promotion des entreprises, des industries, d'opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de ce salon. Donc j'invite mes pairs qui sont dans le monde économique, mes pairs industriels, à venir nombreux à ce salon qui va s'étaler sur 3 jours. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On ne connaît jamais assez. Ouvert ce mardi, le 3e Salon international des entreprises et industries de Côte d'Ivoire ferme ses portes le jeudi prochain. Le reportage était signé Francis Boifo. La santé, l'agro-industrie, les impôts et le secteur des transports les plus touchés par la corruption en Côte d'Ivoire. Cela ressort d'une enquête menée par le Secrétariat national à la bonne gouvernance. La structure prend le taureau par les cornes. Elle décide d'une sensibilisation qui sera désormais de mise pour une lutte accrue et efficace. Les campagnes de sensibilisation visent à éveiller les consciences et favoriser la lutte contre la corruption. Le secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités, Meïté Sindou, nous donne des précisions. Nous avons proposé au gouvernement la mise en place du dispositif juridique institutionnel anticorruption. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Il s'agissait pour nous de proposer au gouvernement la mise en place d'un dispositif juridique fort qui permettent de lutter contre la corruption. Nous avons proposé un corps de loi notamment. Donc il y avait une première loi générique qui reprenait un peu l'ensemble des dispositions du code pénal, du code de procédure, pour en faire une loi contre la corruption et les infractions assimilées. Nous avons proposé également une deuxième loi sur la mise en place d'une institution. On l'avait baptisée Haute Autorité chargée de la lutte contre la corruption. Le gouvernement l'a baptisée Haute Autorité donc chargée de la bonne gouvernance. Donc le processus est en cours pour l'adoption d'un dispositif juridique, mais également d'un dispositif de sanction contre la corruption. Les fidèles musulmans viennent d'entamer le mois de Ramadan 2013, 30 jours sans boire ni manger du lever au coucher du soleil. Tous ne sont cependant pas contraints de le faire. Pourquoi? Qui peut et qui doit jeûner? Réponse avec Christelle Menant et Victorine Yaoyobwe. Je ferai le Ramadan, puisque hier, il y a des médecins qui sont venus nous contrôler. Ils ont trouvé que j'étais apte à faire le Ramadan. Le Ramadan, période de pénitence chez les musulmans. Pendant 30 jours, on se prive de nourriture du lever au coucher du soleil pour se purifier des péchés commis, pour se rapprocher spirituellement d'Allah. Cette étape obligatoire pour tout bon musulman peut être épargnée à certains fidèles. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, c'est les malades. Deuxième personne, c'est les femmes qui allaitent. Troisième personne qui ne doit pas jeûner, c'est la femme qui est enceinte.
Quatrième personne, c'est les femmes qui sont à l'état de menstruation ou les femmes qui ont accouché. Après ça, c'est un vieux ou bien une vieille, vraiment son âge est avancé. Il y a les enfants, s'ils n'ont pas l'âge de puberté et ne peuvent pas jeûner. Il y a aussi les voyageurs, la distance qui est plus que 80 km. La privation de nourriture a des avantages autres que spirituels. Médicalement, le jeûne aide l'organisme à éliminer des toxines accumulées dans nos cellules. Il y a cependant des inconvénients. Quand vous ne mangez pas aussi, vous êtes sujet à certains inconvénients, surtout l'hypoglycémie, qui se remarque par souvent des sueurs froides, de l'hypothymie, c'est-à-dire des pertes de connaissances brèves, ou des sensations de soif ou de fringale, c'est-à-dire de faim, de petite faim. Lorsqu'on jeûne, le métabolisme tourne au ralenti. À la rupture du jeûne, c'est progressivement qu'il faut relancer la digestion avec des aliments faciles à assimiler tels que des liquides tièdes, des légumes ou des fruits. Il faut par ailleurs éviter de consommer trop sucré, trop salé ou trop gras pour ne pas assommer l'organisme et risquer d'avoir plus faim le lendemain. Et nous saisissons l'occasion pour souhaiter un bon mois de jeûne à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Emmener la Côte d'Ivoire à couvrir ses besoins alimentaires d'ici 2020, les experts et acteurs de la filière vivrière, autres que le riz, se donnent 72 heures pour y arriver. Il s'agit pour eux de trouver et valider les axes stratégiques nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Noël Niagno. La production vivrière disponible pour nourrir les Ivoiriens est estimée à plus de 7 millions de tonnes en 2011 pour des besoins alimentaires évalués sur la même période à 11 59 000 tonnes. Donc un déficit de plus de 2 millions de tonnes de produits vivriers. À ce tableau, associons les aléas de la production vivrière. Non-maîtrise de l'eau, faible niveau de mécanisation, faible niveau d'utilisation des temps, difficulté de transport, de distribution, de commercialisation et autres. Et pourtant, la Côte d'Ivoire dispose d'atouts pour permettre un développement durable de l'agriculture vivrière. Une vision est donc définie par les autorités. Transformer l'agriculture vivrière de subsistance en une agriculture performante, source de richesse partagée. Comment? Des axes stratégiques sont élaborés. Elles sont soumises depuis ce mardi aux experts et acteurs de la filière vivrière autre que le riz. Il s'agira au terme de cette rencontre de 72 heures de voir comment renforcer l'appui technique, réfléchir à l'appui à la commercialisation, à l'organisation et au renforcement des capacités des structures. Enfin, l'appui à la valorisation et à l'organisation de la compétitivité des produits vivriers. Et toujours dans le chapitre de la sécurité alimentaire, les experts nationaux se forment aux méthodes communautaires. Les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest veulent mettre en place une approche commune après analyse de leurs faiblesses. On reste avec Noël Niagno. Ces cadres nationaux ont désormais en leurs mains les outils et méthodes de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Côte d'Ivoire. C'est une étape qui permet de voir ce qui s'est fait. Plus tard, nous devons être capables de dire pour l'année 2013, quelles seront les productions estimées de maïs, de manioc, de riz. Et c'est à cela que nous devons attendre. Cette étape a nécessité 5 jours de formation ici à Abidjan avec le concours des experts analystes représentant les organisations internationales partenaires. Il s'agit entre autres de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, du PAM, Programme alimentaire mondial, du Centre régional Agrimet et du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Avec ces outils, ces cadres pourront remplir les tableaux d'analyse, classifier la sévérité et les causes d'insécurité alimentaire aiguë, identifier les populations vulnérables et permettre ainsi au pouvoir public de prendre des décisions appropriées. Nous pensons que le panel d'analystes qui vient d'être formés sur la base déjà de leurs connaissances de l'IPC, qui vont continuer à être formés pour les années à venir, vont permettre d'asseoir un cadre beaucoup plus global et intégré d'analyse de façon à mieux assurer le suivi permanent de la situation alimentaire ici en Côte d'Ivoire et d'intégrer l'analyse en Côte d'Ivoire dans l'ensemble de l'analyse régionale dans la perspective de la mise en route certainement prochaine de la réserve alimentaire régionale. Ces cadres nationaux ainsi formés ont 5 mois pour produire une carte consensuelle sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Côte d'Ivoire.
Rendons-nous à présent à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, où les institutions de formation et d'éducation féminine ont décidé de se rapprocher des populations et de promouvoir leurs activités. Elles ont donc organisé des journées portes ouvertes que nous résume Thérèse Yoboué. Anciennement appelées foyers féminins, les institutions de formation et d'éducation féminine, IFEF, sont des structures de formation à vocation socio-éducative. Ce sont des établissements parascolaires chargés de l'éducation et de formation des femmes et des jeunes filles, analphabètes, déscolarisées ou non, afin de les aider à être autonomes en exerçant une activité génératrice de revenus. À quoi Bernadette ne dira pas le contraire. Avec ce métier, j'ai gagné ma vie et puis je vais me prendre en charge aussi. C'est donc pour permettre à la population de connaître le fonctionnement, l'encadrement donné aux auditrices, que les institutions de formation et d'éducation féminine de la région du Gontougo ont initié des journées portes ouvertes. L'objectif que je vise en initiant cette journée est de rapprocher ma structure de la population et présenter à la population les ouvrages, ce que nous faisons à l'IFEF et les amener à fréquenter l'IFEF. Ces journées ont été l'occasion pour les responsables des IFEF de présenter quelques doléances, notamment la prise en charge des auditrices et leur installation après leur formation. Les autorités présentes, le directeur régional de la solidarité, ont rappelé la volonté affichée du gouvernement de faire des institutions de formation et d'éducation féminine le moteur de la promotion et de l'épanouissement de la femme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 3 jeunes filles sur 10 sont victimes du mariage forcé et le phénomène gagne du terrain dans les villages et même dans les villes. Conséquence des grossesses précoces, des décès à l'accouchement et la prolifération du VIH-Sida. Cette situation alarmante interpelle l'organisation non gouvernementale La Génération des femmes du 3e millénaire. Elle décide de s'impliquer dans la lutte contre le mariage forcé. Doigt de laser. Cette jeune fille de 16 ans subit le mariage forcé depuis 3 ans. Mon papa m'a donné un mari à son ami qui a 3 femmes. Chaque nuit, lorsqu'on lui fait les rapports, quand j'accepte pas, il me frappe. Je souffre vraiment, je souffre. Chaque nuit, c'est ce qu'il fait. Quand je me voir ma maman dit d'accepter cela. Ces femmes me maltraitent. Elles ne veulent même pas me sentir. À chaque fois, il y a palabre dans la maison. Comme elle, une autre dame de 27 ans, mère de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Son premier enfant, elle a obtenu à l'âge de 15 ans suite à un mariage forcé. Pour elle, le phénomène de mariage forcé est une véritable injustice faite à la femme. Mon papa ne pouvait pas s'occuper de mon école et puis l'école de mon petit frère. Donc moi, il fallait que je me marie pour que mon mari s'occupe de mon petit frère. 3 enfants avec ce type-là. Et ces enfants-là, aujourd'hui, si tu les vois, tu vas dire que ce sont mes petites soeurs et petits frères. Le mariage, ce n'est pas un truc où on doit choisir pour quelqu'un. Et quand tu te maries avec quelqu'un que tu aimes là, il n'y a pas de problème. Mais tu te maries avec quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment, c'est difficile. Plusieurs jeunes filles en Côte d'Ivoire sont victimes chaque année du mariage forcé. Et pourtant, les conséquences sont énormes, au nombre desquelles les grossesses précoces, les infections du VIH-Sida et les fistules obstétricales. Selon Honorine Veil, présidente de l'organisation non gouvernementale Génération des femmes du 3e millénaire, GFM3, les autorités ivoiriennes doivent agir pour mettre un terme à cette pratique. Une fille qui doit aller à l'école, une fille qui doit évoluer normalement et participer au développement aussi, parce que c'est une femme en devenir. Donc si du coup on lui vole sa jeunesse, elle se sent frustrée toute sa vie. Et quand c'est comme ça, elle est marquée. Donc nous, en tant qu'organisation, membres de Filles pas épouses, nous sommes obligés d'attirer l'attention des leaders communautaires, des leaders religieux et même du gouvernement à faire attention à ce fléau qui passe souvent inaperçu. Le mariage précoce aboutit aux grossesses précoces. En Côte d'Ivoire, 3 jeunes filles sur 10 subissent chaque jour le mariage forcé, une situation très alarmante. Et hors de chez nous, l'Égypte a un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Ahmed El Beblaoui.
À peine désigné, il doit faire face au refus des frères musulmans d'entrer dans le gouvernement de coalition qui doit être composé. Dès mardi matin, ils étaient de nouveau dans la rue, malgré les tentatives du pouvoir pour calmer le jeu. Les frères musulmans ont appelé au soulèvement après la mort d'une cinquantaine des leurs tués par des militaires lundi. Mohamed Morsi est le président pour lequel j'ai voté. Et je trahirais mon vote si je n'étais pas prêt à devenir un martyr comme les gens tués hier. Le président par intérim a annoncé lundi soir des élections législatives d'ici début 2014, une nouvelle constitution soumise à un référendum et une élection présidentielle dans la foulée. Mais ces promesses n'y ont rien fait. Nous ne reconnaissons pas ce coup d'État militaire et tout ce qui en découle. Il est inutile de parler de ces décisions parce qu'elles ont été prises par des gens sans aucune autorité. Des gens qui viennent pourtant de nommer un Premier ministre, Azem Al-Beblaoui. Mohamed El Baradei, un instant pressenti, prend le poste de vice-président chargé des relations internationales. Des nominations qui rassureront peut-être une communauté internationale inquiète des risques de guerre civile. Nous appelons les militaires à faire preuve du maximum de retenue et nous demandons aux manifestants d'agir pacifiquement. Nous condamnons également les appels à la violence des frères musulmans. Sur un plan régional, il est également important que les différentes parties suivent un chemin différent. Parce que l'Égypte, grand État arabe avec un rôle de leader dans la Ligue arabe, manque aujourd'hui sur la scène diplomatique. L'Égypte se replie sur elle-même. Les funérailles des victimes de lundi ont débuté. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi, il y a une semaine, les violences ont fait une centaine de morts. Les frères musulmans refusent donc d'entrer dans le gouvernement qui doit se former. Malgré tout, le Premier ministre a entamé ses consultations. Le principal parti laïque, le FNS, le Front National du Salut, semble prêt à négocier avec lui. Par ailleurs, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite promettent une aide financière à hauteur de 8 milliards de dollars pour aider l'Égypte à sortir de la crise. Hospitalisé depuis le 8 juin dernier, Nelson Mandela a vu sa santé se dégrader le 23 du même mois. Depuis son état jugé critique et stationnaire, un de ses compagnons de lutte a pu aller le voir sur son lit d'hôpital. Il témoigne. Depuis que Nelson Mandela est entre la vie et la mort dans cet hôpital de Pretoria, les informations les plus contradictoires ont été publiées sur son état de santé. Les dernières, alarmantes, sont apparues la semaine dernière au moment de la querelle familiale à propos des ossements de 3 enfants de Madiba. Un certificat médical présenté devant la justice et divulgué par la presse révélait que Mandela était dans un état végétatif, c'est-à-dire dans un semi-coma. Un vieux camarade de lutte, Denis Goldberg, emprisonné comme lui une vingtaine d'années à Robben Island, lui a rendu visite la semaine dernière. Voici son témoignage. Je l'ai vu, cela fait aujourd'hui une semaine. Évidemment, c'est un homme très malade, dans son lit à l'hôpital, avec un tube qui descend dans ses poumons, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas parler. Mais il était capable de me répondre lorsque je lui parlais. Je lui ai dit qui j'étais, juste pour lui rappeler, parce qu'il était en train de dormir. Il s'est réveillé, m'a regardé, il a tourné la tête vers moi. Je lui ai parlé pendant 5-6 minutes au sujet de mon action pour les jeunes au Cap. Il m'a semblé qu'il essayait de parler, ses mâchoires bougeaient, mais aucun son. Sans aucun doute, au moment où je l'ai vu, il y a une semaine, il n'était absolument pas dans un état végétatif, car il me répondait. Le gouvernement lui-même a démenti les informations contenues dans le certificat médical. Les visiteurs continuent d'affluer devant la Mediclinique de Pretoria pour souhaiter un bon rétablissement à Nelson Mandela. Retour chez nous avant de nous séparer pour rappeler qu'Abidjan accueille depuis lundi la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'événement est doublé de la 6e édition du Parlement francophone des jeunes. Les différentes commissions ont entamé leurs travaux depuis 2 jours et la cérémonie solennelle d'ouverture a eu lieu ce matin même au Palais des Congrès de l'Hôtel-Ivoire. Elle était présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI1.